Francine Christophe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes revenu de Bergen-Belsen et vous portez témoignage. Est-ce qu'il y a le sentiment aujourd'hui d'être parmi les derniers à témoigner, à pouvoir témoigner? C'est pas un sentiment, c'est un fait. Je suis parmi les derniers. Ça n'était pas une évidence pour vous. Vous avez mis du temps avant de témoigner, n'est-ce pas? Oui, mais comme tous les déportés, on ne parlait pas. On ne pouvait pas parler. Vous savez, moi, quand je suis revenu d'Allemagne, j'étais une gamine de 12 ans. Ce que j'avais à raconter, c'était tellement horrible que lorsque j'ai essayé, les camarades d'école m'ont regardé d'un air bizarre. Il y en a même une qui a fait comme ça. Alors on s'est tu. Chaque survivant amène son expérience, sa sensibilité. Vous avez, parmi tout ce qui est frappant chez vous, vous avez gardé l'étoile jaune. C'est assez rare parmi les survivants. Vous avez encore, montrez-la nous, vous avez encore l'étoile jaune que vous portiez Ah oui, avant la déportation. c'est la mienne. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez gardée? Par quel hasard de la vie est-ce qu'elle est restée? Parce que je l'avais décousue avant de partir et qu'elle était restée chez une amie de ma grand-mère. Et cette amie l'avait gardée. Et nous l'a rendue après la guerre. L'objet en dit énormément quand vous aviez à l'époque 8 ans, 9 ans. Presque 9 ans. C'est grand une étoile, hein, sur une enfant de... C'est très gros. Déjà sur un adulte c'est gros, mais sur un enfant c'est encore plus gros. Est-ce que vous vous souvenez le sentiment éprouvé quand vous commencez à la porter? Non. Non, pas du tout. Je me souviens par contre que j'ai prévenu mes petites camarades et que je leur ai dit lundi prochain je ne serai plus comme vous. Qu'est-ce que tu auras? Vous le verrez. Et comment ça se passe quand vous arrivez le lundi à l'école? Tout le monde me regarde avec étonnement, évidemment. Et la directrice, qui s'appelait Madame Perrin, je m'en souviens encore, m'a prise dans ses bras devant tout le monde. Donc elles ont compris que dans notre école, on ne tolérerait pas de réflexion antisémite. L'étoile en dit beaucoup de vous. Il y a un détail très particulier. Elle est doublée. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais perdre sa dignité et que la dignité, elle se rencontre n'importe où. Et ma mère et ma grand-mère, en dépit du manque de tout, avaient réussi à trouver de petits bouts de chiffon et à doubler les étoiles et à les surfiler. Comme ça, elles ne s'effilochaient pas, elles étaient belles. Et ça, c'était digne. La dignité, c'est très frappant chez vous, Francine Christophe, dans toute cette expérience du camp. Je Vous, ne sais pas. votre mère, ce côté très tenu, très moral que votre mère vous a enseigné. Je ne sais pas, elle ne m'a pas enseigné, mais ça faisait partie de notre vie. On était digne. Bon, pareil. L'arrestation, c'est le premier choc. Comment ça s'est passé? Alors il y a eu un contrôle des voyageurs. Est-ce que nos faux papiers étaient mal faits? Est-ce que notre peur était tellement terrible qu'elle se voyait dans nos yeux? C'est bien possible. Est-ce qu'on a été dénoncé? C'est bien possible aussi. Toujours est-il qu'on a mis les amis de côté sur le quai. Et puis quand tout le train a été inspecté, on nous a emmenés à la Kommandantur. Et là, maman et moi, on nous sépare. On me met seul avec un soldat armé, avec un gros chien. Et je crois que c'est de là que date ma peur des chiens.
encore maintenant, j'ai peur des gros chiens. C'est sûrement là que ça a commencé. Puis, j'ai entendu qu'on interrogeait maman, je l'ai entendu qui criait « Non, non, je ne suis pas juive, non !» Et puis, au bout d'un moment, c'est à moi. Maman m'avait dit « Si par malheur nous sommes arrêtés, qu'on t'interroge, qu'on te demande si tu es juive, tu dis que non, parce que tu te retrouveras en prison. Mais surtout, dis bien que papa est prisonnier de guerre. » Et ça fait que vous êtes protégé relativement par les conventions de Genève. Voilà. Parce que le prisonnier est protégé, mais la famille en principe aussi. Ouais. Donc, on commence à m'interroger, moi aussi. C'était pas un moment plaisant, croyez-moi. Je suis passé devant une grande table avec beaucoup de militaires. Je me souviens de 2 revolvers posés sur la table. Et tous ces hommes étaient chargés de me faire dire que j'étais juive. Moi, j'avais presque 9 ans. Il y en avait un qui était grossier, horrible, qui m'insultait. Des choses comme « Salope, tu vas le cracher !» Et puis l'autre, au contraire, pour m'amadouer, « T'es mignonne. Si tu veux rester mignonne, il faut le dire, que tu es juive. » Non, je ne suis pas juive. Et papa est prisonnier de guerre. Et ça, je me souviens que je le répétais sans arrêt. Maman me l'avait tellement dit. Papa est prisonnier de guerre. Au bout d'un moment, maman est sortie de la pièce où elle se trouvait. Elle avait dû recevoir quelques gifles parce qu'elle avait la joue rouge. Et là, l'officier qui dirigeait tout ça a dit « Vous la voyez, l'enfant. Vous avouez. Où nous l'emmenons ?» Or, maman savait qu'il y avait eu des femmes séparées de leurs enfants. Qu'est-ce que ça fait une mère? Oui. Nous sommes juifs. Est-ce qu'à Drancy, les gens, certains, savent déjà l'existence de la déportation pour tuer, l'existence, voire des chambres à gaz? Je ne sais pas, c'est possible. Mais ce que je vois, moi, en 1942 à Drancy, c'est une des choses les plus épouvantables que j'ai jamais vues de ma vie. Ce sont des milliers d'enfants seuls, sans leur mère. Ces enfants, ils sont blessés, ils sont sales. Ils ont les yeux morts. On dirait qu'ils ne pensent plus. Oh, j'ai su, très très longtemps après, que ces enfants-là, c'est ce qu'on va appeler la rafle du Veldiv. Mais à ce moment-là, évidemment, je ne le sais pas. J'avais peur qu'on me mette avec eux. Vous vous rendez compte? C'était tellement épouvantable à voir. Je m'accrochais à maman, 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 pas moi. Non, pas moi. Vous racontez aux classes d'école votre vie à Bergen-Belsen. Ce qui est très frappant, c'est l'expérience de la faim. Parce qu'évidemment, au XXIe siècle, en France, on n'a pas faim. Voilà. La vraie faim, qu'est-ce que c'était? La vraie faim, c'est une faim qui fait mal. C'est un système qui marche dans le vide. La vraie faim, on peut se tordre par terre
en disant « J'ai faim, maman, j'ai faim ». Il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, ça fait mal. Et vous raconterez plus tard, à la libération, ce besoin de manger qui venait d'abord. Toujours. Quand on me demande « Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez été libéré ?» Oh, je réponds « Sûrement pas des idées philosophiques. J'ai d'abord pensé à manger, avant tout manger. » Et je pense que tous les déportés sont comme moi. Au point qu'il y a des déportés qui ont fait des bêtises, qui ne savaient pas. Et lorsque les libérateurs sont arrivés et leur ont donné à manger, ils ont trop mangé. Et ils sont morts. Morts de trop manger. Dans un camp, vous vous rendez compte? La présence des cadavres, partout. Vous êtes une enfant et les cadavres sont présents partout autour de vous. Mais ça s'explique parce que à Bergen, il n'y a pas de four. Enfin, il n'y en a qu'un, c'est rien. Donc on ne peut pas brûler les cadavres. Et il va y en avoir tellement et tellement et tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc on est au milieu des cadavres. Vous savez, on a des morts constamment. Il y a des morts du typhus, il y a des morts de la dysenterie, il y a des morts par infection des bobos, des blessures. Donc il y a partout des morts. Et quand je dis que pour aller aux latrines, j'enjambais les cadavres, c'est vrai. C'est pas des histoires, c'est la vérité. La saleté, la puanteur, l'univers du camp, vous décrivez la présence de la merde partout. Le fait Oui. que la maladie était omniprésente, et c'était ça partout. Bien sûr. Je rappelle que ça, c'est de la déshumanisation. Qu'on n'a pas de papier toilette et qu'on a la dysenterie. Ça coule. C'est sale un camp. Je le dis tout le temps, c'est sale. Il n'y a pas que des souffrances morales, il n'y a pas que des coups de bâton, il y a aussi la merde. D'ailleurs, il paraît que Bergen-Belsen était tellement sale que l'odeur se répandait à des kilomètres. Il y a une page de Marguerite Duras où elle parle de la merde de Robert Antelme. Il y a un livre dans votre bibliothèque derrière de Robert Antelme. C'est un des plus beaux que j'ai jamais lus, Ouais. L'espèce humaine. Ouais. Magnifique ce livre. Vous êtes très littéraire, vous êtes une personne extraordinairement cultivée. Extraordinairement, non, Si. non. Est-ce que ça a compté dans le camp? Est-ce que c'était une présence? Oh, pas pour moi, j'étais trop jeune. Mais j'avais déjà lu pas mal. C'est quand j'étais arrêtée, j'avais lu toute la comtesse de Ségur, c'est ce qu'on donnait aux enfants de mon époque. J'avais même lu des Jules Verne, parce qu'il y en avait dans la bibliothèque de mon père. J'avais lu pas mal de choses. Est-ce que ça m'a aidé? J'en sais rien. La cruauté des SS dans le camp, quel souvenir vous avez de cela? La cruauté, il faudrait tout raconter. Ces hommes qui sont déchaînés, qui sont capables de tuer à coups de pied, à coups de talon, de bottes. Un pauvre déporté qui n'en peut plus, qui ne marche pas assez vite. Ah oui, pour être cruel, c'est cruel. Il tapait. Il tapait tellement. Il y a des moments d'humanité, du fait notamment de votre mère, vous aviez pu amener quelques petites choses, un peu de riz, un peu de chocolat, et il y a ce moment extraordinaire où elle vous demande, parce qu'il y a une femme enceinte, Hélène, n'est-ce pas? Oui, toujours grâce à la Convention de Genève, on avait eu le droit d'avoir des colliers à Drancy, on avait eu le droit d'emporter des petites choses à Bergen. Et chacune avait emporté ce qu'elle avait pu, et maman avait emporté 2 petits doigts de chocolat. Et vous acceptez de les partager. Cette femme qui va accoucher dans le camp, Alors maman me dit,
Tu sais, Hélène est faible, elle est maigre. Ce chocolat, il est à toi. Je l'ai toujours gardé pour toi, pour un moment où je verrai que tu en as vraiment besoin. Mais j'ai peur pour Hélène. Est-ce que tu veux bien que je le lui donne? Évidemment, maman. Hélène a mangé le chocolat, elle a accouché, elle n'est pas morte. Le chocolat peut être fait, et c'était peut-être ça dans l'idée de maman, le coup de fouet que donne un morceau de sucre quand on a besoin d'un peu de force. Une naissance dans le camp, vous racontez ensuite ce fait extraordinaire, ce bébé qui ne crie pas. Il est là dans la baraque, il ne Oui. crie jamais. Ben, il fallait la cacher, Ouais. c'était une fille. Il fallait la cacher parce que on risquait de nous la prendre et de la tuer. Alors Hélène, qui était bien maigre, qui avait la poitrine creuse, a mis le bébé là, on l'a entouré avec des chiffons, elle a mis sa blouse dessus, on ne voyait rien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant des mois, ce bébé n'a jamais pleuré, ni même geint. Au bout de 6 mois, c'était la libération. Et quand Hélène a défait tous ces chiffons si sales, le bébé a pleuré. C'était sa naissance. La libération, c'est une longue épreuve pour vous. C'est ce train, on l'a appelé le train fantôme, où on vous met, qui va errer pendant 15 3 semaines. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Et là encore, la cruauté extrême des nazis, des SS. Votre mère, à un moment donné, a voulu aller prendre quelques légumes en dehors du train qui s'était arrêté. Elle n'a plus la force de se relever. Non, elle est tombée. Et quand le départ a été sifflé, maman n'était pas là. Je dis toujours que c'est le moment peut-être le plus épouvantable de ma vie. J'avais tout surmonté parce que j'avais ma mère. Et là, j'avais plus maman. Elle est remontée à à l'arrêt suivant. Et le train a continué. Et puis un soir, le train s'est arrêté. On n'a pas trop mal dormi parce qu'il n'y a pas eu de bombardement. Il y en avait eu tellement avant. Et le matin, il y a des cavaliers qui sont arrivés, qui nous ont dit « Vous êtes libres. Les Russes. » Des Russes. Enfin, moi je ne savais pas. Les autres m'ont dit que c'était des Russes parce qu'ils avaient des beaux chapeaux en fourrure. Qu'est-ce que c'est être libre? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a rêvé à sa libération pendant si longtemps, quand elle est là, on ne la comprend pas. Je crois que moi, je me suis sentie libérée seulement quand j'ai retrouvé ma patrie. Je dis bien ma patrie. Le traumatisme du camp, vous en faites le récit, la fin, vous en parliez tout à l'heure, la dégradation physique, il y a des scènes très fortes. Dans votre témoignage, vous racontez comment votre père, qui a pu venir voir votre mère, découvre une femme qui est tellement différente de ce qu'elle a été. On pourrait presque dire que c'était plus une femme. Celle qu'il avait tant aimée, celle qu'il a retrouvée. Elle n'a plus de cheveux, elle est maigre. Elle a un regard, surtout le regard, un regard de peur. Et le lendemain matin, le docteur est venu. Il s'est approché de maman. Il lui a tapoté la joue.
Il a dit, t'en fais pas mon petit gars, on va te sauver. Et j'entends encore la grosse voix de papa qui dit, docteur, ce petit garçon, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'on garde de ça durant toute sa vie? Je ne peux pas répondre. Non, vraiment, je ne peux pas répondre. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je vais pleurer. C'est présent toujours. Plus ou moins. Il y a des jours où ça ne l'est plus du tout. Mais j'ai plus de cauchemar, hein, ça c'est fini. J'en ai eu au retour, là c'est terminé. La liberté, Francine Christophe, c'est très saisissant quand vous décrivez votre libération, même si ça a été long. Le sentiment de liberté, cette espèce d'ivresse de la liberté, vous la décrivez mieux que personne. Je ne me rends pas compte. Tout ce que je sais, c'est que, Dieu merci, la jeune génération ne verra jamais son père partir en uniforme pour la guerre, et on ne sait pas pour combien de temps. Ça, c'est important. Ça, c'est grâce à l'Europe, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne le savent pas, on ne leur dit pas assez. Et il faut leur dire. Vous allez parler aux écoliers, aux élèves. Qu'est-ce qui n'est pas communicable? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas, malgré votre capacité à raconter, malgré leur intérêt, ils vous écoutent avec beaucoup d'attention, mais qu'est-ce qui est difficile à faire passer? Rien. Moi, j'ai décidé de tout dire. Même la merde, je vous l'ai dit. Je raconte tout. Je trouve qu'il faut tout raconter. Il faut que les jeunes sachent à quoi ça mène. D'être anti-ci, anti-ça. Il ne faudrait pas que ça recommence. Merci Francine Christophe. Merci à vous.